Bonjour à tous. Alors, figurez-vous que l'État deviendrait copropriétaire de tous les terrains construits en France ou les appartements. Eh bien oui, parce qu'il y a l'organisme de réflexion France Stratégie qui a fait une proposition qui est un peu explosive quand même, hein. C'est que pour que l'État puisse réduire sa dette, il devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains qui sont construits en France, mais aussi des appartements, des maisons, et les propriétaires devraient alors reverser une partie des loyers qu'ils touchent. Alors, bah, moi, je me suis un petit peu intéressée pour savoir qui était l'équipe France Stratégie. Alors, bah, là, on va trouver Monsieur Gilles Margerie, hein, qui a passé 8 mois aux côtés de Madame Buzyn. Alors, il a une promotion éclair, apparemment, ou recasage, opération recasage, parce que ben, Gilles Margerie, il est arrivé le 12 janvier à la tête de France Stratégie. L'ex-commissariat général du plan a surpris parce que cet inspecteur des finances sera resté seulement 8 mois, le bras droit de ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors, son profil sûrement n'était pas si politique. Bon, ça c'est un connaisseur qui glisse et qui est des arcanes de l'État. Parce qu'il avait quitté l'administration depuis longtemps, et puis il n'était pas à l'aise, tu vois, dans les guéguerres que se livrent les ministres, parce qu'ils se livrent des guéguerres entre eux, hein. Eh oui, enfin bon. Et donc, cet ex-conseiller de l'industrie, Roger Fauroux, de 1988 à 90, eh ben, il n'avait plus exercé dans la sphère publique depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc, bon, il a un petit CV quand même bien rempli, hein, je t'explique, hein. Alors, d'abord, il a fait l'ENA. Ah bah ça aide, hein, ça, quand tu fais l'ENA, ça aide. Ensuite, il a été directeur adjoint de chez, je te le donne en mille, les Rothschild. Ah oui, les banques, toujours les banques, hein. Bon, après, il a été conseiller technique du Premier ministre en 1990, le directeur adjoint du ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire. Ensuite, à l'Inspection générale des finances. Ensuite, conseiller technique du département international de la maison Lazare et compagnie. Entendez, Lazare et compagnie, Rothschild. Rothschild et Lazare, hein, c'est pareil. Ensuite, il a été gérant de la financière Indo-Suez. Et puis, directeur financier du Crédit Agricole. Directeur adjoint de Crédit Agricole Indo-Suez. Directeur général adjoint chargé des pôles finances et risques du Crédit Agricole. Et directeur des assurances de gestion d'actifs des grandes fortunes du Crédit Agricole. Ouais, elle a un petit parcours quand même, hein, cet homme-là, hein, donc voilà. Alors, bah, il est devenu donc directeur de France Stratégie. Tu m'étonnes, il a le profil quand même, le gars, et puis il connaît du monde, il connaît des gens bien. Alors, bah, les auteurs de cette note, France Stratégie, donc Gilles de Margerie, hein, observent en effet que depuis le milieu des années 90, la dette publique est passée de 56% du PIB, produit intérieur brut, hein, à près de 100%. Que dans le même temps, le patrimoine net immobilier des ménages, qui est la valeur du patrimoine moins l'endettement, a été multiplié par plus de 2, c'est-à-dire de 125% à 280% du PIB. Bah, du coup, ils veulent réfléchir, ils se disent que la dette est plus soutenable, hein, que voilà, hein, on a tellement... Ah ouais, ces Français, ils ont tellement dépensé, les pauvres, hein, c'est ça le problème, qu'ils auraient... ils auraient des problèmes, ce serait compliqué. Alors, tu vois, ils auraient pu changer le train de vie des ministres, diminuer le salaire des sénateurs, ils pourraient même les éliminer d'ailleurs, refuser tous les protocoles, hein, tu sais, ça coûte de l'argent, hein, tout ce qui est protocolaire, ça nous coûte un pognon de dingue, Manu, hein, qu'on veut un pognon de dingue. Mais non, au lieu de ça, France Stratégie propose que l'État décrète, donc par décret, hein, qu'il devienne copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels à hauteur d'une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété soit désormais incessible. Alors incessible, ça veut dire aucun accès ne peut être cédé, donc vendu. Alors, bah, il y a des conséquences quand même, hein, à cette décision, parce que les propriétaires, chaque année, devraient reverser leur loyer à l'État. Ah, d'ailleurs, Manu, tu nous l'as bien expliqué dans dans un de tes discours, une petite vidéo, juste avant les élections européennes, que tu supprimerais la taxe foncière et qu'elle basculerait sur un autre impôt. Lequel? Lequel? Bon, bah, tu l'as sous tes yeux, hein, sans nul doute. Ben non, il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Il a juste oublié de dire que l'État allait créer un nouvel impôt. Bon, il aurait pu l'appeler le kolkhoz, tu me diras, hein, parce que le kolkhoz, tu sais ce que c'est le kolkhoz, en récit, c'était...
une coopérative agricole en Union soviétique, en fait, hein, où les terres et les outils, ainsi que le bétail, étaient mis en commun. Bah, nous, ce sera les terrains, les maisons. On mettra ça en commun avec l'État. Hein. Alors l'État va récupérer bien sûr tous nos biens et puis peut-être nous donner le droit de vie ou de non-vie sur notre bien, tout simplement, par un montant d'une nouvelle taxe, celle qui va remplacer donc finalement la taxe foncière. Bon, c'est finement joué quand même parce que ça pourrait marcher comme ça, tu vois. On pourrait se dire, enfin, ça marchera comme ça d'ailleurs, hein, parce que tu sais, quand il parle d'un décret en général, il va sortir parce que bah, il est mis à exécution à chaque fois, vous le savez bien. Donc, les propriétaires devraient chaque année reverser une partie de leur loyer à l'État, correspondant à la fraction du terrain que l'État posséderait. Si le propriétaire ne loue pas son bien, il devrait payer à l'État un montant qui correspondrait à la consommation de services du logement lié à l'occupation de la maison ou de l'appartement. Donc le propriétaire aurait le choix de ne pas payer cette somme, mais alors là, à ce moment-là, ça pose un problème parce que il serait vendu. Lorsqu'il serait vendu, ou lors d'un héritage, ben, de facto, ça reviendra à alourdir la fiscalité de l'immobilier de la transmission patrimoniale. Alors, il y a un exemple qui est cité en Italie par les auteurs de cette note, par exemple, s'appuient sur l'Italie et affirment qu'en supposant que l'État italien soit propriétaire d'un quart de la valeur de chaque terrain résidentiel, la mesure pourrait faire baisser la dette du pays transalpin de 40 points du PIB. Donc, elle passerait de 132 à 90%. Alors là, c'est un choc. Tu te dis, c'est un choc parce que ils ont fait qu'endetter notre pays. Nous, on n'a fait que produire pour eux, hein, parce qu'ils n'ont jamais rien produit du tout, il faut le savoir. Et le peu de tes biens, en fait, que tu as eu tant de mal à acquérir avec des dettes incroyables et puis des remboursements de la dette hein, derrière, ah oui, tu vas voir, bah, ça deviendra la propriété de l'État. Alors oui, on peut l'assimiler quand même à une forme d'expropriation. L'expropriation, c'est une procédure dans laquelle l'État ou toute personne publique, qui devrait d'ailleurs indemniser, qui doit indemniser la personne du privé. Et puis les auteurs de cette note nous disent être conscients du choc politique. Et oui, bah, ils s'inquiètent du choc politique. Hein. Nous, non. Nous les petits particuliers, pas du tout, bah, comme d'habitude. Hein. Et ils osent expliquer les choses ainsi. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Cette mesure doit être jugée à l'aune des enjeux auxquels un pays très endetté doit faire face. Non, mais tu rêves quand même un petit peu parce que tu te dis quand même, c'est qui a endetté ce pays quand même? Tu te poses quand même la question. Hein. Alors, ils assurent par ailleurs que cette solution serait bien moins porteuse d'instabilité que les autres alternatives. Bon, bah, tu sais pas les autres alternatives qui se présenteraient en cas de crise, en cas de coupe budgétaire drastique. Alors, les coupes budgétaires, je t'explique, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Hein, t'as plus d'instit, t'as plus de médecin, t'as plus rien de tout ça. Bon, bref. Donc, et ou les fortes augmentations des impôts qui plongeraient l'économie dans une grave récession. Ou bien, à défaut de paiement, une sortie de l'euro en catastrophe. Ah ben nous, ça nous arrangerait parce que si tu veux, nous, on veut que ça sortir de l'euro. Donc, ça nous arrangerait quand même. Bref, t'as bien compris que la manipulation du moins pire, elle est organisée savamment par eux. C'est formidable. Alors, en outre, il toucherait davantage les ménages les plus fortunés qui ont en moyenne une forte proportion à épargner leurs revenus. Ben, c'est sûr, nous, on n'épargne pas, on ne peut pas. Hein. L'impact à court terme de ce transfert sur la consommation serait très faible, ajoutent les auteurs. Ceux qui ont de l'argent aussi sont très faibles, il faut quand même qu'on en ait conscience. Alors, ils listent ces derniers les avantages qui découleraient de cette mesure. Alors, la capacité de l'État à rembourser sa dette serait crédibilisée, les biens immobiliers verraient leur valeur baisser, donc tu vendras ta maison, t'en feras rien, car les ventes se feraient sur une partie seulement de la valeur du terrain, celle qui resterait possédée par le propriétaire cédant. Enfin, l'effort serait porté sur les ménages à proportion de leur richesse patrimoniale et serait en ce sens réparti de la façon la plus équitable possible. Même pas où ils ont été chercher le mot parce que c'est pas un mot qu'ils emploient ça quand même, c'est pas un mot qui l'équité, tu sais. Alors, c'est-à-dire que demain, si notre pays il est racheté, bah oui parce que tu sais que l'État français a son numéro de sirette. Il faut que tu ailles voir, hein, va voir sur société.com, tu vas comprendre un petit peu mieux comment il gère notre pays. Il le gère comme une entreprise en fait, hein.
Alors ils peuvent la vendre, ils peuvent la morceler, la découper comme nous d'ailleurs, hein, pareil. Et nous on est leurs esclaves, en fait. Nous on est leurs esclaves, leurs employés si tu veux bien. Ce qui explique d'ailleurs la fraude, hein, du non légal. Là aussi tu iras voir parce que je vais pas tout expliquer là maintenant. Donc toi tu es le matériel en fait. Toi tu es le matériel qu'on a numéroté avec ton numéro de sécu. Ah bah non, t'es plus un être souverain. Ah non, 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 t'es plus rien de tout ça. T'es plus un être fait d'os et de chair, mais t'es bien une marchandise numérotée. Alors donc, si notre pays, qui est une société, hein, au même titre qu'une entreprise, veut vendre bah, notre pays, par exemple, eh ben, nous, on pourrait rien faire parce que nous sommes les objets. On est les objets, puis ils pourront nous vendre au plus offrant, quoi. Hein, c'est ce qu'ils font un petit peu déjà. Et tout ça, ça découle de la fameuse loi de 1973, l'époque où Monsieur Georges Pompidou, président de la République, ancien directeur de la banque Rothschild, ah bah tu peux y aller comme tu veux, tu recoupes tout, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Et bah, il a fait voter une loi, Monsieur Pompidou, grâce à son bon ministre des Finances, Monsieur Giscard d'Estaing, qui a réussi à imposer à l'État d'emprunter aux banques privées avec des taux d'intérêt. Alors que jusque-là, l'État français n'empruntait qu'à sa banque d'État, c'est-à-dire la Banque de France, sans aucun intérêt. Eh bien voilà où elle se trouve, ta dette. Hein. C'est bien organisé quand même. Hein. C'est eux qui l'ont organisé, la dette. Ce sont eux qui sont responsables de cette dette. Et c'est nous qui devrons la rembourser. Et le but, non avoué évidemment, hein, de l'époque, c'était d'arriver à ce jour fatidique où nous sommes aujourd'hui, où plus rien ne t'appartient, tout en enrichissant bien sûr toutes ces banques hein, qui sont avec nos gouvernements. Ils sont pas comme cochons, il faut que tu en aies conscience quand même. Hein. Et chaque État est lié aux banques, pas à ton vote. Ils s'en foutent de ton vote. Faut que tu comprennes ça, les petits moutons. Ouh, petits moutons. T'en fous de ton vote, faut que tu comprennes. Le vote, il a été organisé pour te faire croire à la démocratie et que tu ne te rebelles pas. Et oui, parce que tu as voté, alors te fait culpabiliser en plus. Mais pendant ce temps-là, il a enrichi les banques. Ah, il y en a, ils n'arrivent pas à imprimer, c'est ça le problème. Donc, bah, toi, tu vas continuer de voter, inutilement, bien sûr, hein, mais tu croiras que c'est bien. Et puis eux, bah, ils seront super tranquilles pour passer des lois, comme ils ont d'ailleurs toujours fait. Puisque toi, tu crois que tu as toujours le choix, tu crois que ton vote compte. Donc, tant que tu crois que ton vote compte, bah, en fait, ça fonctionne bien. Personne ne se rebelle, personne ne dit rien, tout va très bien. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, bah, tout est joué d'avance, hein, bien sûr. Et évidemment, bien avant ta naissance, il faut que tu en aies conscience. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, bon courage à la France, hein, qui est morcelée, 1000 fois morcelée, sans compter tout le reste. À bientôt, mes amis.